Merci Célima de m'avoir reçu ici. Mais c'est vraiment un plaisir. Et pour l'anecdote, tu étais ma première invitée. Enfin, ma liste de souhaits était la première quand j'ai lancé mon podcast. C'était en 2020. Alors, il y avait le confinement et l'initiative. Je rappelle un peu la raison de ce podcast et de cette chaîne YouTube. C'était pour inspirer en fait toute personne à vraiment croire en ce qu'elle veut dans la vie. Et quoi de mieux que d'échanger avec des gens qui ont réussi, qui avaient des objectifs et des rêves qui l'ont fait. Qui construit qu'on a tennis. Et Dima Nasma Psili Masfar, cette fameuse joueuse. Et قعدت لي une référence, même si c'est flirt ou même si j'ai vu many successful people. Qui في تونس خممت une des premières personnes c'était toi. Et j'ai écrit en fait une to-do. Voilà, ça me touche beaucoup d'entendre ça. Et c'est vrai qu'on a des rêves, on a des choses qu'on accomplit, mais que j'ai déjà accompli, mais j'ai encore des rêves, heureusement d'ailleurs. Donc on essaye toujours d'aller un peu plus loin et ça fait plaisir d'avoir des gens comme toi, on peut se tutoyer. Oui, bien sûr. Voilà, qui prennent cette initiative et qui veulent partager et montrer aussi, parce que toi aussi c'est un rêve de faire ça. Ouais. Donc toi aussi tu es en train de vivre ton rêve et de te donner la chance de le vivre. Et ça c'est le message à passer pour tout le monde en fait. Let's go. D'ailleurs quand je t'ai relancé il y a quelques jours et que tu as accepté l'invitation, tu m'as dit on doit parler d'inspiration. Voilà, de préférence tu parles d'inspiration. Et du coup je vais ouvrir le débat à la Hedaya. Quand tu dis inspiration, pour toi c'est quoi? C'est quoi l'inspiration qui te guide? Est-ce que tu as des modèles? Parle-moi un peu de comment tu vois les choses. En fait, quand on dit inspirer, c'est finalement tout ce qui est lié aussi à l'ouverture d'esprit, à l'évolution, à des choses peut-être qu'on s'interdit sans le savoir, parce qu'on se dit c'est pas possible, parce qu'on se dit la vie est difficile, on n'a pas l'opportunité, parce qu'il y a une certaine, je sais pas, moralité ou une certaine manière dont la société fonctionne qui ne nous permet pas de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et donc finalement, inspirer, c'est donner l'envie, la motivation, le courage et aussi le belief, la croyance aux gens que c'est possible d'y aller et de faire vraiment ce qu'on veut. D'ailleurs, tellement souvent la société ne nous permet pas de le faire qu'on oublie vraiment ce qu'on veut vraiment, on oublie nos rêves. On se focalise seulement sur ce qu'il faut faire pour vivre, pour survivre, parce qu'il faut ça, parce qu'il faut ça. Et on laisse derrière en fait ce qui nourrit vraiment notre cœur, notre âme, ce qui nous fait vraiment vivre, se réveiller le matin et faire un truc dont on a envie, on est excité, comme toi ce matin pour ce podcast par exemple. Voilà. Et souvent on met ça de côté et on oublie qu'on a mis ça de côté et on part dans la croyance que la vie ne nous permet pas de le faire. Et donc inspirer, c'est justement to remind, d'essayer de rappeler aux gens ce qu'ils veulent vraiment et de leur dire petit à petit, il faut y aller. Yes. On est là pour vivre, pour faire ce qu'on veut, non pas juste survivre. Ok. C'est beau ce que tu dis. Et comment tu as développé ça? En fait, le mot réveil. Est-ce que tu as développé au fil du temps? Est-ce que tu avais des mentors, des gens qui t'ont guidé vers la découverte de soi aussi? C'est ça. Quand on dit inspiration et rêve au col, c'est vraiment se comprendre, croire en ce qu'on veut et y aller. Ouais. Et c'est pas facile. Tu vois, tu as dit un mot qui est vraiment très intéressant, c'est découverte. C'est vrai, c'est la découverte de soi en fait. Et dans découverte, dans découvrir, il y a découvrir. Donc qu'est-ce qui a été couvert? Qu'est-ce qui a été caché? Qu'est-ce qu'on ne voit plus, auquel on ne fait plus trop attention? On parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui est awareness, de voir, d'être la conscience, la pleine confiance, peu importe quel mot on utilise dessus, mais finalement c'est ça, c'est de découvrir et de revoir ce que vraiment a été un tout petit peu caché par la vie, par les difficultés, par les moments, par tout ce qu'on a vécu. Non, je pense que quand j'étais jeune, si franchement, peut-être l'inspiration, la personne qui a été très inspirante pour moi, c'est mon grand-père. Vraiment, ça n'a été, j'ai jamais eu quelqu'un dans le tennis ou dans le sport où c'était vraiment une idole ou un role model qui a vraiment, bien sûr j'en ai plein que j'admire, mais un vrai role model, ça a été mon grand-père. Et parce qu'il a été pionnier, parce que
Il a fait des choses incroyables parce qu'il a eu le courage de traverser des mers et des mers très difficiles, quitte à jusqu'à se faire emprisonner, il a pris des risques qui étaient vraiment nobles, on va dire. Et donc il a été très courageux. Et de ce côté-là, il m'a toujours inspirée. D'ailleurs, j'ai suivi un peu ses pas. J'ai été une pionnière dans le sens où j'étais la première femme arabe à intégrer le top 100 en tennis. Et ensuite, voilà, une carrière se termine, d'autres s'ouvrent et on évolue et on avance. Ouais. Et j'ai envie de continuer à m'éveiller. On ne peut partager que ce qu'on a vraiment acquis en nous. C'est-à-dire que si je veux continuer à partager des choses et inspirer, j'ai besoin aussi, moi, de continuer à me découvrir et à continuer à avancer. C'est un travail qui est infini. Ouais. On ne peut pas donner à quelqu'un 20 dinars si on ne l'a pas dans la poche. Exactement. Donc si j'ai envie de continuer à partager, j'ai besoin aussi de continuer à avancer et à rêver et à accomplir des choses. Tu sais, tu as parlé d'un truc, c'est donner quand tu as. Ou قبل ما جيت نحكي معاك, parce qu'on était dans un cadre, on va dire que c'était un peu délicat de t'aborder. Moi, je peux le dire, on était un super endroit très sympathique le soir avec des amis, à partager un bon moment et tu as été très naturel. Exact. Et avant d'être aussi naturel, il faut savoir qu'il y a toujours une peur que moi j'ai et que d'autres personnes ont, qui est la peur de la rejection, fear of rejection. Magnifique, oui. Et en fait, il y a un moment, j'ai lancé un projet, il y a quelques années, et j'ai pas pu l'accomplir comme le projet n'a pas abouti. Et c'est quoi les raisons qui ont fait que finalement j'ai pas réussi le rêve ou l'objectif. Et j'avais un grand tableau, dit brainstorm ali, fear of failure ou fear of rejection. نظرت لهم قلت اني اللي impactful اكثر, اني بالحق تمسني qui me parle, et c'était fear of rejection. C'est le truc qui يمسك à fond, et peut-être dans notre société plus particulièrement parce qu'on est plus, je pense, plus réservé et plus donc c'est vraiment un point là c'est peut-être l'un des points les plus importants pour tout être humain pour avancer et accomplir ses rêves. Donc vraiment bravo. Et en fait, c'est quoi là? C'est tellement connecté. Toi tu as dit j'ai regardé les deux, c'est laquelle? Bien sûr c'est la fear of rejection. But rejection why? Pourquoi rejection? Parce que failure. Ouais. Donc c'est complètement connecté. Parce que quelque part il y a un algorithme dans la tête qui nous dit, c'est un truc collectif de la société, de l'environnement, de tout. L'échec veut dire chouma. Donc, rejection. So, failure meaning shame, meaning rejection. C'est-à-dire ne pas réussir ou faire des fautes ou perdre, aussi au sport, ou ne pas réussir autant qu'on veut. C'est disappointing. Donc, on est déçu. Et la déception fait en sorte que les gens te regardent différemment. Et donc, les gens te donnent moins d'attention. Et donc, te rejettent. Et donc, tu es moins aimé. Et donc, on a peur de faire le pas ou de prendre le risque pour faire un projet ou quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si on ouvre cette porte, il y a la possibilité de perdre. Il y a la possibilité de fail. Mais en fait, c'est la même porte pour la réussite et pour la défaite. On ne peut pas ouvrir la porte en disant, je l'ouvre que si je réussis. Et dans ce cas-là, que les gens qui ne veulent pas ouvrir cette porte, parce qu'ils ont peur de perdre, ils s'enlèvent les chances aussi de gagner et de vivre. Donc du coup, ils restent et ils font rien. Parce que ce risque-là doit être pris. C'est pour ça que pour être heureux ou pour être successful, la première des choses, c'est être courageux. On ne peut pas être heureux sans courage. C'est quoi le courage? Y a-t-il courage sans transcender une peur? Ça ne s'appellerait pas du courage. Non. Si on n'a pas peur, on n'a pas besoin de courage. Donc il y a besoin d'être courageux. Donc de se dire, ok, il y a un risque effectivement que je me fasse juger, rejeter, abandonné, shamed, montré de ceci, pas good enough, n'est pas assez bon. Il y a ce risque-là. Mais même s'il y a ce risque-là, j'y vais quand même. Parce que je veux me donner ça à moi-même. Ça, c'est l'amour de soi. Je me donne cette chance à moi-même. Et tout ce qui vient de l'extérieur, c'est pas grave. Ça va me toucher, mais je prends quand même ce risque et j'y vais. Et ça, c'est du courage. Et là, on commence à ouvrir le cœur.
Et là, ça commence à être intéressant. Parce que finalement, on ne se lâche pas nous-mêmes juste pour faire plaisir aux autres. Ouais, ok. Juste to fit in a box, tu vois. Ok. Donc, c'est vrai que le courage, c'est la première chose à faire, c'est de se dire, je prends le risque, même si derrière cette porte, il y a toutes ces conséquences-là. D'accord. Mais au cas où je fail, bah, c'est une expérience. Y a-t-il plus grand qu'une expérience? Est-ce qu'il y a une personne qui connaît, on va parler de sport parce que c'est tellement plus simple, une personne qui a réussi sans avoir perdu? Impossible. Introuvable. La même chose pour les businessmen, la même chose pour les chanteurs, la même chose pour les artistes. Ouais. Impossible. Qu'est-ce qu'il dit, Jordan? Il a dit, j'ai perdu 1 milliard de fois plus que j'ai gagné. Mais chaque perte m'a appris quelque chose. Et quand tu gagnes fort. Nice. Tu fais une différence. Donc finalement, l'expérience, ce qu'on appelle l'échec, Ok. est l'une des expériences les plus riches à avoir pour un plus grand succès. Très bien. Donc accepter l'échec, au contraire. Et Selim, j'ai 2 questions, peut-être ma bradam. La première, c'est comment tu continues à te challenger parce que je trouve que quand tu atteins une certaine position et you look back, tu te dis, bon, j'ai un nom, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un truc. You kind of succeed in some point. Et quand j'ai ça, I tend to take less risks. Je sais pas c'est quoi ton profil, mais moi je suis comme ça. Dès qu'on qadam, je me bride un peu, je me dis, I have something to lose. Donc ma première question, c'est qui fait que tu continues d'avancer et de prendre les challenges quand tu as quelque chose à perdre? Et 2, pourquoi est-ce que quand on essaye, on se fait juger? Et sachant que le Kolna, pour moi, c'est une conscience collective. Le Kolna, on passe par les mêmes histoires. علاش كي تبدا قدامنا عبد يلسان un truc nouveau, tu vas le juger, oui, tu fais exactement la même chose dans un autre jour. Donc, نحب هذوما les 2 questions. Je vais commencer par la dernière. Ok, vas-y. La raison pour laquelle les gens jugent ce que toi tu vas avoir le courage de risquer, Ouais. c'est inconsciemment parce que eux n'ont pas eu ce courage. Donc pour ne pas se rappeler que eux n'ont pas eu ce courage, ils vont juger. Parce que sinon, s'ils se disent waouh, ça c'est admirable, il a été courageux, mais moi je l'ai pas été. Et ça serait génial, se mettre vraiment face à la réalité et se dire ah, bah ça tiens, l'envie est bonne, d'être envieux d'une manière healthy, saine, c'est très bon. Ça veut dire ah, j'envie son attitude. C'est ça l'inspiration. Il a été courageux. Je ne sais pas si j'aurais pu être. Bien, ça me motive, j'aimerais bien l'être moi aussi. Bravo, je vais faire la même chose. Ça, c'est une envie qui est saine. Quand on n'a pas ce courage de se regarder soi-même dans ce qu'on n'a pas, nous, le courage de faire, alors on va juger l'autre, c'est plus facile. Ok. Ça nous rassure un peu dans notre ego et dans notre... voilà. Et how do we deal with this? Les courageux, comment on Les gère courageux, ça? c'est quand tu en es conscient, c'est encore en revenir à la pleine conscience, c'est quand on voit ça, tu ne peux pas le prendre personnellement. Quand tu es vraiment aligné et tu sais que ça vient de ça. J'ai des gens envieux autour de moi, j'en ai des sains, j'en ai des malsains, c'est normal, c'est le collectif. Mais ceux qu'on appelle malsains, ils ne le font pas exprès, ça vient de blessures, ça vient plus d'insécurité qu'autre chose. Ouais. Et comme je le vois et que je le sais, je ne le prends pas personnellement. Si je ne le prends pas personnellement, ça ne m'atteint pas, ça m'atteint moins. Et si ça m'atteint, bah, je travaille sur moi, sur quelle partie a été atteinte, parce que cette fois, c'est mon insécurité aussi, et j'en ai d'autres, j'en ai aussi. Ça marche. Maintenant, pour la première question, je t'ai dit, rappelle-moi. Comment tu évolues past success you had, parce que tu vas continuer à prendre des risques. Voilà, tu as dit quelque chose, non, tu as dit quelque chose, comment tu continues à avancer alors que tu as quelque chose à perdre. C'est ça qui m'a... Alors là, c'est moi qui vais faire l'interview, là. Qu'est-ce que tu as à perdre, d'abord? Mon image de moi, ma sensation, en fait, dès que j'ai quelque chose, je me sens en paix. Et quand je vais me challenger et faire de nouvelles choses, tu as quand même un exemple. J'ai des automatismes salle de sport. Je connais les machines, j'ai mon parcours. Okay. Parfois, d'aller parler à des gens. Okay. Et le marahidi, je voulais parler à une fille qui m'a plu. Sauf que j'étais en mode entraîne au col. C'est un très bon exemple ça. Parce que tout le monde peut relate avec cet exemple. Alors, you guys gonna relate. And you girls too. Girls, exact. Donc, elle entraîne au col et là j'ai cette idée, je vais parler à cette fille. Mais je suis dans ma comfort zone parce que quand je mon sport,
باش يجيني افكار اخرين باسكو سي با ان تروك ناتوريل بور موا انا نترينا باش نمشي نحكي مع طفله ما نعرفهاش سي ميم با كوا لوي دير دونك تا سيت فير ان فيت اللي ترجع et donc هذه اللي قلت لك something to lose هذيك سي بور موا l'émotion de paix que j'avais la sensation le comfort zone نتاعي mon objectif اللي هو باش نعمل بدن du coup je dois arrêter mon sport un peu pour aller la chatter chose que j'ai fait, mais juste rate quand même, je pèse le pour et le contre. Et tu as perdu un quadriceps en ayant arrêté 5 minutes. Hey, c'est dans ta tête, exactement, tu as raison. Et donc ça c'est l'exemple, par exemple, mon image de moi. Je مرتاح على روحي et je vais vers l'inconnu, une fille que je connais pas, peut-être تعطيني بونو كيما يقولوا. Et peut-être ça va me faire mal, peut-être non, hein, peut-être she's gonna welcome it. Mais c'est dur d'avoir du recul, parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle sensation. Mais c'est justement exactement, tu vois, il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est ce qu'on est en train de parler maintenant. Donc, par exemple, je vais te répondre du mieux que je peux à cette question. Exact. Mais après, la pratique, c'est exactement quand cette situation-là arrive, et quand les émotions et cette peur et tout ça arrive, qu'est-ce que tu en fais? Parce que c'est plus facile d'en parler, mais après, le changement se fait sur le terrain. Il se fait pas avec la parlotte. Mais la parlotte peut aider pour le terrain avant. Ouais. Voilà. Mais l'action, c'est quand même, on intègre quelque chose que par action. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre? Si tu te dis, c'est encore la même histoire de la même porte ouverte. Si tu es prêt à recevoir l'échec, donc le bouno, rejection, not interested, whatever. 5 minutes après, tu reviens à ton entraînement et tu es prêt à le prendre et ne pas le prendre personnellement ou même le ressentir. Ça va te faire sentir, c'est normal, on est humain, ça va te faire sentir un peu déçu, ça va toucher à ton ego, ce qui est normal, complètement normal. Même le Dalai Lama, il a toujours ça. Alors mais comment tu gères ces émotions? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu les acceptes. Okay. Tu ne te juges pas en te disant t'as un clé de boune, ouais. Ok, clé de boune, oui, ça fait mal. Qu'est-ce que je ressens là? Je ressens ça, ouais. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Je ressens ça, ok. Je ressens ça. Et tu te permets de le ressentir. Tu te permets de le ressentir. Au lieu de bloquer, je ne veux pas ressentir. Parce que quand tu te permets de le ressentir, ça passe. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas grand-chose. Et une fois que tu es prêt à perdre ça, cette image, je veux pas de rejet, moi je suis le mec à qui on ne dit pas non, on l'a tous. Alors. Ouais. Une fois que tu es prêt à perdre ça, tu n'as plus rien à perdre. Okay. Puisque tu es prêt à le perdre, tu n'as plus rien à perdre. Ouais, c'est beau. Et quand on n'a plus rien à perdre, c'est là où on est le plus libre, le plus dangereux et le plus incroyable. Parce qu'on n'a plus rien à perdre. On n'a que tout à gagner. Ok. Et c'est avec ce mindset que tu te réveilles tous les jours? Oui, et au cas tu te prends un bono, tu as gagné une expérience. Ok, got it. Tu as tout à gagner une fois avec ce mindset. Magnifique. Plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, je le fais beaucoup, c'est vrai. Les gens qui me connaissent, ils savent que je pratique ça. Ouais, vraiment, je pratique. Mais à chaque fois qu'on pratique, c'est infini l'évolution. Donc évidemment, à chaque fois, la vie va m'envoyer aussi une situation qui va être très difficile pour moi, comme celle qui est difficile pour toi. Donc je suis aussi tous les jours dans ce challenge. Voilà. Mais je le reconnais et la plupart des fois, I take action. Il y a parfois où c'est plus difficile, où j'ai vraiment des résistances, où ça fait peur parce que c'est lié à quelque chose de plus profond. Okay. Et j'essaye de me donner le temps pour travailler dessus et la prochaine fois, pouvoir le faire. Et ça continue, ça ne s'arrête jamais en fait. On n'arrive jamais, il n'y a pas de perfection. Yes. On a parlé du coup relations hommes-femmes. Qu'est-ce que tu penses des relations hommes-femmes de nos jours? Et est-ce que tu crois qu'il y a un seul partenaire dans la vie? Voilà, il faut avoir un seul partenaire. La question, elle est magnifique. Super question. Waouh. Là, je suis en train de m'aligner pour me dire, est-ce que je prends le risque de répondre vraiment ce que je pense? Ah tiens. Et de faire face à beaucoup de jugements ou pas. Mais ça, c'est une question beaucoup plus collective. On se pose une question un peu plus individuelle. Le collectif peut être un peu plus. Mais chacun juge. Non, sincèrement, pour ça, en fait, la manière dont je réponds à cette question, et Dieu sait que dans mon âme, je suis quelqu'un de vraiment fidèle et assez noble, je pense. Okay. Mais la manière dont je vais répondre à cette question, c'est qu'on n'est pas là.
On n'est pas là pour réussir un mariage ou ne jamais divorcer ou vivre 56 ans et demi avec la même personne parce que ça s'appelle réussir, parce qu'un échec, parce qu'un divorce c'est un échec, ou ne pas réussir dans son couple c'est un échec, ou non, encore une fois c'est une expérience. On n'est pas là pour vivre, pour prouver la réussite, c'est pas vivre toute une vie avec la même personne si on n'est pas heureux dans cette vie-là. Si on l'est, heureux, mais tant mieux. Inch'Allah, pendant 100 ans. Mais si à un moment donné, on n'est pas heureux et on le sait, le but, ce n'est pas de rester toute une vie avec une seule personne parce que la société dit que ça c'est bien, mais le but, c'est d'être heureux. Donc si être heureux, et pour chaque personne, être heureux, c'est différent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens veulent avoir un livre avec des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Être heureux, c'est ça, se marier, avoir des enfants. Non, les enfants doivent réussir dans la vie, ils doivent être avocats. Non, et chacun est différent, chacun est unique. Donc la définition du bonheur pour chacun est complètement différente. C'est ne pas juger l'autre. Si un couple est heureux ensemble, même quand un couple est le plus heureux ensemble et reste toute une vie, il y a des challenges. Il y a des challenges. L'objectif, c'est pas au premier challenge de dire « Ok, je me barre, je suis pas heureux ». Ça, c'est vraiment la superficialité du truc. C'est de rentrer en soi, d'essayer vraiment de comprendre le pourquoi, d'essayer de comprendre l'autre. En fait, c'est d'essayer de mieux comprendre l'un et l'autre en profondeur. C'est ça, apprendre à aimer mieux aussi, apprendre à mieux aimer, apprendre à aimer plus profond, apprendre à aimer. Et de le faire. Parfois, on le fait sur soi et l'autre bloque, ne veut pas évoluer dans la même manière. Donc il y a quelqu'un qui avance comme ça et l'autre n'avance pas. Donc à un moment donné, il y a un gap. C'est inévitable qu'il y ait une séparation. Il n'y en a pas un qui va sacrifier son bonheur pour... Mais sinon, s'il y a des obstacles, les obstacles dans un couple, c'est vraiment des opportunités d'évolution dans le couple. On en sort, si on les passe, on en sort encore plus proche, encore plus fort, encore plus aimant. C'est des obstacles qui... Et c'est encore plus intéressant dans un couple, pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Et pour moi, je pense vraiment à l'amour, c'est l'énergie qui donne le plus de force pour dépasser les obstacles. Donc à utiliser. Donc à savoir quand on veut se barrer vite parce qu'on prend l'excuse de ne pas travailler sur soi. Et en même temps, savoir quand on a vraiment fait le maximum et qu'à un moment donné, rester serait vraiment se faire du mal. Et qu'à un moment donné, il faut être courageux et trouver le bonheur différemment. C'est Lima qui تمشي البلان بوتنسيال نتاعك. Est-ce qu'il y a un risque que tu vas blesser les gens proches de toi parce que tu vas évoluer d'une manière et peut-être هما ما يفهموهاش parce qu'il n'y a que toi qui comprends tes désirs, est-ce que tu as, est-ce que tu veux, etc. Et parfois c'est compliqué de leur expliquer, voilà, même si tu leur expliques, ils ne sont pas d'accord avec toi. Donc il y a la frontière, moi je veux ça et je suis prêt à tout pour y aller, mais en même temps, il y a le fait que tu as des proches, surtout l'abed li muhemmin lik. Comment on arrive à gérer ça? Ça c'est gérable, mais c'est difficile. Encore une fois, il faut beaucoup de courage. C'est pour ça que pour être vraiment heureux, il faut beaucoup de courage. C'est vraiment vrai dans cette vie, il n'y a que comme ça. Bravo. En fait, la sagesse veut aussi, c'est pour ça que si on travaille sur soi, la sagesse veut que à un moment donné, si on voit qu'on a une perspective ou une profondeur que quelqu'un d'autre n'est pas prêt à comprendre ou à traverser, ça ne sert à rien de continuer à forcer la chose. Ça ne sert vraiment à rien. Parce qu'en fait, si cette personne-là a cette résistance par rapport à ce sujet-là, continuer à y aller va renforcer la résistance. Donc la sagesse voudrait dire ne pas essayer de convaincre, justifier, ça sert à rien. Et du coup, même cacher à l'autre que tu es en train de continuer à faire ça, même si tu sais que la personne n'est pas d'accord. On peut appeler ça caché parce que voilà, mais c'est même pas caché, c'est juste que j'aimerais bien le partager, mais la personne n'est pas available, n'est pas disponible encore à cet instant aujourd'hui pour le voir, n'a pas la profondeur ou l'ouverture pour le voir et le comprendre. Donc c'est même pas le cacher, c'est plus sage de ne pas forcer, de ne pas aller se taper la tête contre un mur, parce que voilà, ça ne va pas casser le mur, quoi. Mais par contre, de continuer à faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Du moment où on le fait pour nous et que c'est notre chemin, et pourquoi ça dérangerait quelqu'un juste parce que c'est différent de leur perspective ou de leur moralité ou de leur... Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est là où
C'est pas facile parce qu'il faut du courage, parce qu'on va avoir vraiment des obstacles un peu partout. Et c'est quoi les obstacles? C'est d'être jugé. Ok. Parce que si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi et que tu le fais quand même tes parents, même ton frère, ta sœur, les gens qui t'aiment le plus, Ouais. s'ils ne sont pas assez évolués, même s'ils t'aiment, ils vont te juger. C'est vraiment le premier truc qui va arriver. Ouais. Et rejuger, et rejuger. Et de continuer malgré le jugement de l'extérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ne Ouais. pas le prendre personnellement, même si ça fait mal, Ok. et continuer à avancer, à un moment donné, ça fait des miracles. Et je vais donner un exemple sur Oui, ça. go. Vraiment, c'est peut-être le meilleur exemple pour moi de donner dans mon expérience à moi. Quand j'ai commencé le tennis, donc voilà, j'avais 8 ans, 9 ans, je commençais à être vraiment déjà l'une des meilleures en Tunisie. On n'avait pas, à l'époque, il y a 35 ans, je parle, hein, c'est pas maintenant. Hein. Parce que là. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient, donc il y avait plus de garçons. J'étais dans les meilleurs. Donc il n'y avait pas de tableau filles à l'époque, tableau garçon. Il n'y avait pas poussin fille, poussin garçon. Il y avait un tableau pour tout le monde. Donc je jouais avec les garçons. Ah ouais, en ok. poussin, en benjamin, en minime. Ok. Et arrivé à un moment donné où je gagnais. C'est moi qui gagnais les tournois. J'ai encore des trucs avec des coupes contre des garçons. Donc déjà j'ai grandi avec... Wow. Il n'y avait pas ce côté, ce qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Et à l'âge de 12 ans, je suis allée à l'international, j'ai fait des tournois où j'ai fait vraiment des résultats très bons à l'international. Donc je suis allée faire un test à Roland-Garros et ils m'ont dit, ils ont dit à mes parents, si elle vient jouer ici, elle a le niveau pour venir à la Fédération française, mais elle joue pour la France. Et on prend soin d'elle pour tout, les études, les trucs. Ok. À l'époque, encore déjà maintenant, la formation en France à Roland-Garros est l'une des meilleures au monde. D'accord. Donc, mais elle prend le passeport français, elle joue pour la France. Vous n'avez rien à payer, rien à faire. Wow. Donc c'était une opportunité. Moi qui suis mon role model était mon grand-père, qui était quand même pour l'indépendance de la Tunisie. Donc Habib Cheikhrouhou, donc un pionnier avec Bourguiba. Déjà à cet âge-là, je me suis dit, mais non, je joue pour la Tunisie. Je ne joue pas pour la France. C'était génial ce qu'il m'avait offert. Et merci d'ailleurs. Ouais. Mais non, je dis non, je dis à mes parents, je veux jouer pour la Tunisie. Je ne veux pas jouer pour la France. Donc du coup, je suis allée à Biarritz, dans un centre privé, où mes parents ont payé pour moi pour que je puisse le faire, pour pouvoir réussir et pour être la première Tunisienne et femme arabe à avoir fait ça et pour ouvrir la porte. Et aujourd'hui, on a des Onzjeber et des trucs et des voilà. Donc c'est ça. Mais comment, pour revenir à notre sujet, quand j'ai commencé à le faire à l'âge de 12 ans, quand je suis partie toute seule, sans mes parents, sans personne, à l'âge de 12 ans, une petite fille tunisienne, il y a 35 ans, au fin fond de la France, pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait, donc pour devenir professionnelle de tennis et faire du tennis son travail, ce qui n'a jamais été fait, pour une femme en plus. Bien sûr qu'on a été jugé. Ouais. Bien sûr qu'ils ont dit à mes parents, et je viens d'une famille connue, mais votre fille, elle va aller, quoi, elle va tout arrêter, aller jouer au tennis. Oh là là, mais quelle catastrophe, mais regardez ce qu'elle fait. Vous voyez comment ça se passe. Mais c'est n'importe quoi, mais elle va perdre sa vie, mais elle va être rien du tout, mais elle va même pas, c'est quoi ça, sport-études, et elle va laisser tomber ses études, elle va rien faire de sa vie, pourquoi ils font, c'est quoi cette... Et bien sûr, et ça c'est rien, il y a des choses, il y a des adultes qui le disaient à mes parents en essayant genre d'être amis, parce qu'ils le pensaient, parce que c'était leur limite à eux. Ouais. C'était pas par méchanceté, c'était vraiment leur limite. Donc ils jugeaient ça, et je les entendais. Je les entendais le dire, donc j'entendais ces jugements, cette shame, cette norme, c'est n'importe quoi, mais pourquoi, mais c'est... Donc personne n'y croyait. Pourquoi personne n'y croyait? Parce que ça n'a jamais été fait avant. Okay. Donc il y avait pas ce... Bien sûr que c'était difficile. Je me suis fait juger en long, en large et en travers pour ce choix-là. Okay. Et en plus, j'ai vu aussi le fait que mes parents se faisaient juger et ils avaient peur. Ils avaient peur de prendre ce risque. Vraiment aussi. Ils doutaient à un moment. Quoi. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Quel parent n'aurait pas peur d'envoyer son enfant, sa fille, à l'âge de 12 ans, toute seule, à devenir professionnelle de tennis pour aller faire 8 heures de compétition dans un truc d'armée, de malade, au fin fond du truc et tout seul. Ouais. Tout seul, du jour au lendemain. Donc, évidemment qu'il y avait ça. Il y avait un grand risque à prendre. Ah, lui, tu le prends, donc je le prends. Mais j'ai ressenti énormément de pression sociétaire et énormément de jugement. Énormément de gens qui disent mais c'est une connerie, faites pas ça, non, ne fais pas ça. Et même j'ai été regardée de cette manière-là pendant longtemps. Okay. J'y suis allée quand même. C'est du courage complètement. Max. Est-ce que j'ai pris le risque?
Oui. Est-ce qu'il y avait le risque aussi de ne pas réussir et de se faire montrer du doigt et shamed and l'échec total? Complètement. Personne ne l'avait fait avant. Ce risque-là était encore plus grand. Mais j'y suis allée quand même. Okay. Et après, du coup, ça crée de l'inspiration, ça crée de l'admiration, ça ouvre une porte, ça fait avancer. Donc, pour répondre à ta question, je connais ce que c'est. C'est très difficile. Okay. Mais quand même, ces gens-là, ils avaient leurs limitations, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Je n'ai pas essayé de les convaincre du contraire. Mais j'ai tracé ma route et j'ai continué. Okay. Wow. C'était un exemple pour dire que voilà, c'est pas juste fort. des paroles. Ouais, c'est fort. Tu as une routine pour garder ce rêve alive. Je te donne un exemple concret. Moi, j'ai des rêves, j'ai des objectifs. Et dès que j'avance, ça devient un peu plus compliqué. Tu as the reality check. Et tu as deux choix en fait. Soit tu t'efforces et tu te dis that's how it goes. Je ne peux pas tout gérer. J'ai un plan, une roadmap kind of. Et j'essaie d'être flexible et pour arriver à ce but. Voilà, il y a aussi un élément vent où je me dis, écoute, je peux bâtir sur ça, mais changer d'objectif. Et c'est une autre route que tu ouvres. Je ne sais pas, tu étais tennis player. Si ça n'aurait pas marché, peut-être une académie, voilà, peu importe. Enfin, tu rends ça flexible. Comment tu gardes un truc, je ne sais pas quand tu as réussi quand tu avais 12-13 ans. C'était les premières années, ça, parce que tu as fait un choix extrême, kind of, et tu devais prouver que la pression et le doute, il ne va pas affecter ton résultat et tu dois continuer à croire en toi. Oh, c'est pas l'important, c'est toi, hein, tu ne doutes pas parce qu'il y a la pression. C'est compliqué. Ouais, le collectif affecte beaucoup. Aujourd'hui, j'ai été 69 au monde. J'aurais pu être beaucoup mieux si on avait cru en moi. Parce que bien sûr, j'ai cru en moi, mais en même temps, tout le reste, bien sûr, m'a affecté. Bien sûr que ça m'a... J'ai senti qu'ils n'y croyaient pas. Bien sûr que ça n'a pas... ça n'a pas nourri ma confiance. Évidemment. Ça n'a pas nourri ma confiance, ça n'a pas motivé mon... J'ai été motivée de manière différente, limite par peur, quelque part. Okay. Donc, même moi, j'ai grandi avec une croyance qui aurait pu être beaucoup plus grande que j'avais quand j'étais enfant. Puis après, la vie et les attitudes et ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu m'ont pas encouragée pour aller dans cette confiance incroyable. Donc bien sûr que ça m'a joué des tours. Bien sûr que j'aurais pu être meilleure. Après, on me dit, ouais, tu avais un tennis incroyable, c'est le mental qui a joué. Oui. Ah, okay. C'est le mental qui a joué. Mais tout le reste a joué. Et le mental a un rôle incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux partager beaucoup sur ces choses-là. D'accord. Pour l'entourage, pour les gens, pour une nation, pour un pays. Le jugement est facile. Tellement facile pour quelqu'un d'être assis, de regarder un match ou un truc, de juger. Mais est-ce qu'ils savent tout ce qu'il y a derrière? Parce que s'ils savaient un millionième de ce qu'il y avait derrière, même s'il y a échec, même s'il y a des jours qui ne sont pas bons, il y aurait admiration plutôt que jugement. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Ouais, c'est drôle parce que mes 3 dernières interviews, successivement, on m'a parlé finalement de ce cas. Les hateful comments, judgments, etc. Moi, j'ai interviewé des pionniers dans d'autres domaines. Touensa, le fondateur de première voiture tunisienne. Et parfois, l'autre, c'était le premier à avoir créé une plateforme ou une application de taxi Fitounes. Donc, c'est des 2 pionniers. Et quand je vois les commentaires sur Facebook, parce que moi j'ai une agence de social media, donc parfois on fait des analyses, on trouve des commentaires. En fait, la majorité des commentaires de la masse, c'est en mode sarcasme, bléda, hate, etc. Et ces gens-là existent. Il y en a beaucoup. Et on est en train de parler de liberté d'expression. Et sur le social media, surtout, parce que tu es derrière un écran, tu fais face à l'éclaim direct. En fait, ça met les gens qui sont un peu plus en public figure dans une situation très délicate. Justement. Et encore une fois, si on veut aider les gens en général, et les gens qui peuvent nous aider, qui peuvent être des rôles modèles ou des pionniers, il faut prendre cette responsabilité de savoir que être hater, de les détruire ou dire des choses horribles, ça n'aide pas la personne. Et ne pas aider la personne n'aiderait pas les autres aussi, parce que cette personne va inspirer. Alors, bien,
J'en ai aussi, hein, j'en ai eu il n'y a pas si longtemps. Mais les gens ne sont pas dans nos chaussures, donc ils ne savent pas. Ils vont juger sans vraiment connaître, sans vraiment savoir. Et c'est ça qui est vraiment difficile parfois. C'est le message que j'ai à donner. Si je parle de moi, j'ai eu beaucoup de... Durant ma vie, même dernièrement, des messages de hate, de jugement. C'est pas un problème le fait je ne dis pas, on n'est jamais parfait. Maintenant, si on peut faire quelque chose de mieux, on peut nous donner un feedback de manière plutôt inspirante, de manière touchante, de manière entre frères et sœurs, même si on n'est pas frères et sœurs. Oui, et de bienveillante. dire des choses, voilà, bienveillante. Et de dire, tiens, et je pourrais peut-être expliquer ça c'est parce que ça c'est ça. Là où vous ne voyez pas ça, il y a des aspects qui ne sont pas vus parce que c'est ça et ça. Et là, mais tout de suite d'y aller et de faire mal, ça montre aussi un mal-être de la part du collectif. Donc encore une fois, ne pas le prendre personnellement, mais c'est impossible de ne pas être touché et affecté aussi. Impossible. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment un message parce que je l'ai ressenti. Et Dieu sait ce que j'ai fait pour mon pays, pour ma nation, ce que j'ai sacrifié et le peu que j'ai raconté par rapport à comment ça a été ma vie et les portes que j'ai ouvertes. Et derrière, d'avoir des gens qui, malgré ça, alors que je sais, moi, dans mes chaussures, ce qu'il y a, d'avoir autant de... Ça montre complètement, quelque part, une inconscience, mais aussi un mal-être. Et là, du coup, je ne parle pas que pour moi, mais je parle pour n'importe qui aimerait prendre, qui serait tenté, juste pour passer le temps et rigoler, et nana, envoyer des trucs et rigoler, et se foutre un peu des gens autour ou quoi que ce soit. De se poser la question, vraiment, de se poser la question, est-ce que c'est ça qui va faire du bien à notre pays, à nous, à notre entourage? Est-ce que si nous on le fait, si on nous le faisait à nous-mêmes, ou à notre sœur, ou à notre mère, est-ce que ça nous ferait du bien? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut être connectés entre nous-mêmes? Est-ce que c'est l'exemple qu'on veut donner? Est-ce que c'est la nation qu'on veut former? Est-ce que c'est la fratrie qu'on veut former? Parce que si vous voulez une fratrie de perfection où la personne doit agir exactement comme vous voulez, mais comme vous, des millions, hein, ça veut dire que et vous êtes tous différents. Donc il faut pouvoir être génial pour celui-là qui aime ça, mais celui-là aussi qui est à l'opposé, et celui-là aussi. C'est pas possible. Donc à la limite, quand il y a un feedback à donner pour n'importe quel sportif, pour n'importe quelle chanteuse, pour n'importe donnez un feedback. Il y a une différence entre un feedback et un gros jugement et une insulte même. Il y a un monde de différence. C'est ça que j'aimerais vraiment que... Maintenant, moi je trouve les Tunisiens, il y a aussi un côté qui est très beau, c'est qu'ils ont un humour et un sarcasme qui est aussi très sympa. Ça, ok. Donc en fait, comme chaque pièce a son revers. Utilisons cette pièce qui est géniale, je trouve, chez les Tunisiens, qui sont drôles et tout, de manière bienveillante, sans dépasser une limite qui devient dark et qui devient toxique. Voilà, c'est ça le message que j'aimerais passer. D'accord. Et Arman a le débat et après il dit « the grass is greener ». On the other side. On the other side, exact. Et on s'est dit qu'il y a d'autres pays, plus mais c'est trop général, je trouve. Non, là, c'est pas vrai. Je trouve pas que la Tunisie soit. Je trouve pas du tout que la Tunisie soit pire que d'autres pays. Au contraire. Parfait. Au contraire. Comme ça, je pense qu'il y a de la solidarité. J'ai vu d'autres pays. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu dans d'autres pays. C'est quelque chose chez l'être humain, ça. C'est l'ego humain quelque part. C'est collectif. Au contraire, moi, je trouve que les Tunisiens sont touchants et touchés. D'accord. Double tranchant. Voilà. Tu as un événement 360 qui a fait que tu as complètement changé de philosophie, voilà, qui t'a fait refléter, cool. Tu vas en parler, refléter sur la vision des choses, tes objectifs, ta vie, je sais pas, en détail. Oui, alors j'en ai eu beaucoup, mais j'en ai un qui est que j'ai partagé une fois dernièrement dans un panel aux États-Unis. Cool. Et en fait, je l'ai partagé spontanément et ça a énormément touché. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas partagé avant? Donc là, ce serait la deuxième fois seulement. Yes, let's go. Ce qui m'a vraiment chamboulée, et souvent on évolue et on change à travers de la douleur. Parce que changer, c'est quoi? C'est d'être dans une réalité où on n'est pas heureux, et du coup, pour passer à une autre réalité, cette réalité est détruite. Il y a une destruction quelque part qui te fait passer à une autre réalité. Tu dis ça ne va plus. Donc ça passe à travers une certaine douleur. 2008, pour moi 2008 c'est l'année
Les Jeux Olympiques. J'étais juste avant, donc j'étais qualifiée pour les Jeux Olympiques, super résultat à Roland-Garros, à Wimbledon, euh, tout allait bien, top 100. Et en fait, j'arrive aux Jeux Olympiques et il y avait plein de choses qui sont passées dans ma vie, plein de choses chamboulées. Évidemment, ça a été des années et des années depuis l'âge de 12 ans qui étaient très difficiles, émotionnellement, physiquement, mentalement, voilà, comme on peut imaginer. Et à ce moment-là, normalement, je suis arrivée à Beijing, donc à Pékin, pour les Jeux Olympiques, et on était dans la cérémonie d'ouverture. J'avais mon badge dans la main, et j'ai ressenti, ça faisait des jours que je rentais ça, j'ai ressenti une telle tristesse, mais une telle, en fait, même dépression quelque part. C'était vraiment une dépression même, parce que je me posais la question, je sens que je ne suis pas complètement heureuse. Évidemment, il y avait la pression aussi, et je me suis dit, en fait, c'est quoi le succès ? Parce que là, je suis en plein succès. Je suis la première femme arabe à être dans le top 100. J'ai finalement réussi à gagner ma vie, à me faire un nom, qualifiée pour la 2e fois aux Jeux Olympiques pour mon pays. Et je suis là, en me préparant et tout pour ça, parce que ça me tient à cœur. Et en même temps, je me sens, il y a cette déprime, ce mal-être quelque part. Et je me dis, mais je suis en plein succès de la définition du succès comme ça, et je ne suis pas complètement heureuse. Et là, la question est vraiment, cette question est... Donc, je suis en train de faire le tour du stade avec les meilleurs athlètes au monde, avec tout ce qu'il y a dans les Jeux Olympiques, avec 15 000, 20 000 personnes qui sont là, qui te regardent. C'est les Jeux Olympiques. Et j'avais un truc au cœur ici qui me Wow. Et là, je me suis posé la question, mais finalement, si c'est ça le succès, c'est pas ça le succès. Si ça, et je me sens que je ne suis pas complètement heureuse, alors c'est quoi le bonheur? Et dans ce cas-là, c'est quoi vraiment la définition du succès? Parce que finalement, pour moi, le succès dans une vie réussie, c'est une vie heureuse. Les événements et ce qu'on fait, et les accomplissements qu'on fait nous aident à ça. Mais ne font pas le bonheur. Comme on dit aussi, être super riche aide, mais c'est pas ça qui fait le bonheur finalement. C'est très important, mais c'est pas ça. Et là, ça m'a fait poser la plus grande question de ma vie, qui a chamboulé ma vie. Et qui j'ai arrêté pas mal de mois le tennis pour vraiment, à travers une petite dépression, je me suis vraiment posé la question, comment je peux être heureuse alors? C'est finalement le succès de continuer à essayer de prouver quelque chose. C'est ça le bonheur en moi? Non. Maintenant, je suis heureuse de tout ce que j'ai fait dans ma carrière, mais j'aurais aimé le faire avec d'autres outils que j'avais. Je pense que j'aurais été meilleure d'ailleurs. Non seulement j'adore le tennis, non seulement j'aurais été plus fulfilled, plus heureuse durant ma carrière, j'aurais pris plus de plaisir parce que moins de stress, j'aurais su gérer mieux les moments de stress et tout. Et du coup, j'aurais été meilleure aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager sur ça. C'était l'un des moments les plus intéressants. Qu'est-ce que tu as découvert justement après la remise en question? Eh bien, j'ai découvert que c'est pas le succès qui amène le bonheur ou le fulfillment, mais c'est en fait se connaître et donc gérer justement cette relation à l'échec, cette relation au stress, cette relation au jugement des autres, cette relation. J'ai passé ma carrière, quand on gagne un match et qu'on sort du cours, tout le monde autour, les joueuses, les trucs, les sponsors, hey, tu regardes que ça. Tu perds un match pourri, tu passes et tu ne regardes même pas. Du jour au lendemain. Donc émotionnellement, c'est ça. Et la vie d'un athlète professionnel, c'est vraiment ça. Le regard de l'extérieur change dépendant de si tu gagnes, si tu joues bien ou pas. Donc finalement, quand tu n'as pas les outils, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, si je gagne, je mérite, je vaux quelque chose. Si je perds, je vaux rien, je suis une merde. Et c'est horrible. On ne peut pas être heureux comme ça. On ne peut pas être heureux comme ça. Malgré tout l'amour que j'ai pour le tennis et pour ce que je voulais accomplir. Donc, ce n'est pas le succès qui rend heureux, mais ce savoir comprendre et gérer tous ces états et toutes ces émotions qui nous mettent dans une situation où on est grounded, où on est bien avec soi et qui nous permet justement d'avoir plus de succès. Et du coup, ce succès, on le enjoy, nous rend encore plus heureux.
Mais c'est pas ça qui nous rend heureux, ça nous rend plus heureux. D'accord. Mais la base, déjà, il y a une base à avoir, émotionnelle, mentale, psychologique, qu'on n'a pas. On ne nous forme pas pour ça. Et qui aide à être un meilleur athlète après. Et du coup, le cercle est meilleur comme ça, dans ce sens-là. D'accord, ok. Plutôt que de le prendre dans l'autre sens, je vais tout faire, ne pas me considérer, me faire du mal, quitte à être blessé, quitte à être ceci, parce que je dois réussir. Parce que si je réussis, j'ai plus de valeur, je vais être plus aimée et donc je serai plus heureuse. Ok, Donc on dépend tout le temps des autres. ça marche. C'est le sens, j'ai compris après cette crise, Ok. c'était une crise, que c'est en fait le sens inverse. Et c'est là où j'ai vraiment commencé un énorme travail sur moi-même. On va en parler une seconde. C'est bon, saute, mais c'est le Tadia. Ok, et je crois qu'on a encore 5 minutes. Oui, c'est bon oui, oui, vas-y. Ok. Pour les ressources dont tu as parlé, comment tu les entertain ou plutôt les nourish plutôt. Comment tu nourris les ressources que la base en fait dont tu parles pour être heureux avant même le résultat, avant même la quête Helika. Est-ce que tu as des rituels pour ton corps, pour ta santé mentale, pour tes relations? Tu fais des choses tous les jours qui t'aident à… En fait, c'est pas faire des choses, c'est vivre les moments. Voilà, C'est-à-dire voilà. que c'est quoi finalement? C'est la relation à nous-mêmes, donc la relation à nos émotions, tout simplement. Ok. Alors, pour moi, toute émotion, il n'y en a aucune qui est positive ou négative. La tristesse n'est pas une émotion négative, c'est une émotion qui reflète un état, une partie de nous qui a besoin d'avoir une attention de nous. Parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle est insecure, parce qu'elle a peur. C'est comme les émotions, c'est comme nos enfants intérieurs, c'est comme nos bébés. Donc quand il y a une émotion, c'est qu'il y a une partie de nous qui a besoin d'une certaine attention. Et pour comprendre ce dont cette partie a besoin, comme un enfant, il faut aller et lui demander et être un peu là, être de la présence, c'est ça finalement. Donc ce que je fais, c'est ce que quand je ressens encore aujourd'hui, quelqu'un qui va me faire quelque chose où je vais ressentir quelque chose qui va m'affecter. Ouais. La première chose que je fais, c'est de ressentir cette émotion. De ressentir. J'ai pas que la perfection autour de moi. Voilà. Donc il y a aussi des choses qui me heurtent. Ouais. Et si ça me heurte, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui a été touché. D'accord. Et j'essaye de voir ce que c'est cette émotion. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont une émotion, ce qu'on appelle une émotion non voulue, donc une émotion, ce qu'on appelle négative, Okay. alors que je ne veux pas dire négative, mais c'est quoi? C'est une émotion de colère, peur, insécurité, rejet, abandon. Tout de suite, je veux pas on essaye de se distraire, de ne pas la ressentir, la mettre de côté. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? On sort boire un verre, on va au cinéma, on va essayer. Et donc en fait, on la met de côté complètement. Mais c'est comme si on avait un enfant et qui nous dit non, je suis pas bien là, nana. Ah non, je ne veux pas entendre ça maintenant. Donc l'exercice de tous les jours, il est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ouais. Quand on ressent une émotion, et c'est clair qu'on la ressent parce que c'est inconfortable, c'est pas plaisant, mais de la ressentir et de prendre le temps. Au contraire, de dire attends, je viens dans une demi-heure, pas tout de suite, j'ai besoin d'un peu de temps avec moi-même. Et rien que d'avoir cette inspiration, ce temps, cette attention envers cette émotion. L'émotion, c'est l'intelligence, la plus grande intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc l'émotion, elle va le savoir, cette partie en nous va le savoir. Elle est consciente, elle prend le temps, elle ne met pas de côté. Déjà, ça va se calmer. Ouais. C'est simple, mais simple n'est pas facile. J'ai une super anecdote, elle va nous toucher les deux. Tu as parlé d'un truc et là peut-être tu vas me… Je ne sais pas si tu as un conseil ou pas. La première fois qu'on s'est donné rendez-vous pour le podcast, tu avais dit OK et puis tu as changé d'avis, OK. Et c'est quand je t'avais appelé, on avait échangé, on a parlé un peu et tu m'as dit je le sens pas. Je sais pas si tu te souviens, mais moi je m'en souviens. Et là j'ai pris personnellement. Donc tu étais quand même ma première invitée et ouais, c'est drôle. Et je me suis dit peut-être c'est moi le problème. Et c'est compliqué parce que moi j'avais pas de benchmark, j'avais pas interviewé des gens avant. J'avais pas confiance en moi en vrai, j'étais nouveau dans ça et la première personne à qui j'ai pensé et que j'ai idolâtré un peu m'a dit non. Et je me suis dit comment je dois le prendre? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est moi? Et là, bon, avec du recul, c'est vraiment facile de voir les choses avec du recul, etc. Je suis passé à autre chose, on l'a refait ce podcast. Mais ma question c'est, quand tu as ça,
et que ça fait mal et que tu n'as pas encore les outils. On a parlé des ressources et des outils et tu sais que c'est quelque chose que tu veux. Donc dans cet exemple, j'ai vraiment voulu t'interviewer, mais après c'était ton choix de dire non. Est-ce que tu peux relancer des gens sans avoir fait et objectivé, on va dire? Parce que je t'ai revu après 2 ans, donc pour moi c'est de l'histoire ancienne, c'était un nouveau chapitre. Pour moi c'est une nouvelle Selima, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle situation. Tu aurais pu dire non encore une fois, j'aurais pas mal pris, peut-être pas comme la première fois. Mais en fait, le temps m'a aidé à heal, entre guillemets, et à me donner une nouvelle chance et à te donner une nouvelle chance. Mais parfois, on n'a pas ce temps. Ou plutôt, on n'a pas envie de donner ce temps-là parce que tu as envie de faire quelque chose plus rapidement. Ça, c'est… Ouais. Est-ce que tu as un conseil vis-à-vis de ça pour avoir le recul rapidement? Oui, je me rappelle maintenant. Allez, en fait, je t'avais dit, je ne le sens pas pour l'instant. Ah ouais, cool. Et regarde comme la vie fait bien les choses. Ouais. Et ça, en fait, quand on veut, moi aussi, hein, je suis impatiente, mais j'ai appris aussi que quand on veut les choses d'une certaine manière, comme les veut nous, c'est ça planifier. Mais être ouvert et flexible, c'est laisser à… on croit en Dieu, donc c'est de laisser à Rabbi aussi l'espace pour faire les choses. Parfois, il y a des choses qui sont mieux, même si nous on veut ça exactement. Et parfois la vie nous dirige vers autre chose. Et finalement, ça arrive à beaucoup mieux. Donc c'est la foi aussi. Donc aussi, je l'avais vraiment senti comme ça la dernière fois. Et là, ça aussi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est de vraiment essayer de ressentir en moi ce que ça me donne comme émotion, comme sentiment. Et de suivre ça, d'avoir plus de foi en ça, d'avoir plus de foi en… Et ne pas juste vouloir tout le temps contrôler. Planifier, c'est magnifique. Discipliner, c'est magnifique. Avoir un goal et un objectif, c'est magnifique. Mais d'arriver à ça dans ce goal, il faut aussi parfois suivre le flow. Et parfois, le flow nous sort un tout petit peu de la ligne que nous, on s'est mise dans notre tête. Ça marche. Dans notre tête, c'est le mind. Et la tête, elle est importante. Mais il ne faut pas non plus être dans un contrôle ultime. Et c'est vrai que ça aurait pu être pris, je te comprends en fait. Je ressens pour toi, quand tu l'as dit là. Donc d'un côté, je suis désolée que tu aies ressenti ça, sincèrement, humainement parlant. C'est gentil. Mais d'un autre côté, je ne le suis pas désolée aussi parce que ça t'a permis, c'était une opportunité, comme tu as dit, de voir pourquoi j'ai ressenti ça. Quelle partie de moi a été touchée? Qu'est-ce qui a été rejeté? Et finalement, quand on fait ça, la vie nous ramène les choses de manière encore mieux. Et je pense que ce podcast aujourd'hui, j'aurais été incapable de parler comme je parle aujourd'hui il y a 2 ans. Donc tu as une meilleure qualité, de loin. C'est gagnant-gagnant. Ouais, Max, et moi aussi, je pense que j'aurais pas su poser ces questions-là, faire cet échange. C'est un bon exemple en fait de ne pas être accroché à ce qu'on veut, que le lâcher prise peut amener des choses beaucoup plus naturellement. C'est d'avoir la foi, ce qui n'est pas facile. Mais regarde, là c'est un bon exemple qu'on vient de donner. Super exemple. Je suis super contente du podcast. J'aurais jamais été capable de parler aussi profondément, aussi clairement, et tes questions sont incroyables. Merci. Donc je pense que la qualité d'aujourd'hui est meilleure qu'il y a 2 ans. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as quelque chose à rajouter, tu peux parler. Non, je vais juste dire que sincèrement, c'est vrai. Je suis impressionnée par la qualité de ta présence et de tes questions et de ta profondeur. Et en fait, le mot, c'est de ta sensibilité. Merci. Donc, je suis ravie, vraiment. On est bon. Merci. Let's go. Yalla.